Alors, merci, M. Casavant. Monsieur Marc Brulman, à Trois-Rivières. Oui, bonjour. Depuis hier soir, finalement, l'éléphant est entré dans la pièce. Quand je pense à l'éléphant, je pense aux émissions de gaz à effet de serre. Mais comme je le craignais en début des audiences, on n'a toujours pas de dompteur d'éléphant. Ah oui, d'accord. Parce que on a eu droit hier à une étude économique qui n'a rien de scientifique. Donc, moi, en tant que scientifique, je suis dans une situation où je n'ai rien devant moi. Je me vois forcé aujourd'hui encore de poser une question qui est plus de nature économique que scientifique. Et je trouve ça vraiment désolant. Dans un rapport de la Table ronde canadienne sur l'économie et l'environnement de 2009, qui était intitulé Achieving 2050, qu'on voit ici, il y a la figure 1, un graphique où on voit quel serait le prix du carbone au Canada pour répondre à des impératifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on peut voir qu'en 2020, ça devait être de 100 $ la tonne et rapidement atteindre 300 $ la tonne autour de 2030. En tout cas, à partir de là, on peut déjà savoir pourquoi la table a été dissoute, mais peu importe. En supposant un prix du baril de pétrole WTI à 50 $, donc on présume que dans les années peut-être 2020, ça sera autour de 50 $ le baril. À partir de quelle valeur de la taxe carbone TransCanada escompte-t-elle perdre son carnet de commandes en provenance des producteurs de l'Alberta? Est-ce que, M. Bergeron, vous avez fait cette réflexion? Monsieur le Président, je pense que certains commentaires à l'effet que les réponses sont un peu toujours les mêmes, c'est peut-être le fait que au niveau des hypothèses de base, on peut différer. Et ce que j'ai tenté depuis 2 semaines de faire, c'est d'expliquer un peu le contexte dans lequel l'industrie se développe en Alberta. Et je reviens encore une fois sur le fameux plafond d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va forcer, comme disait tout à l'heure Madame, côté du gouvernement canadien, ça va forcer les producteurs à travailler, et aussi la taxe sur le carbone, ça va les forcer à travailler différemment pour améliorer leur technique d'extraction. Ce qui fait en sorte que il y a actuellement une dynamique au sein de l'industrie. Il y a des efforts qui sont faits pour vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre et travailler avec des nouvelles façons de faire, de façon à produire le pétrole en émettant moins de gaz à effet de serre. Alors, si on était dans un environnement statique où rien n'évoluait, peut-être qu'on pourrait effectivement faire un calcul et arriver avec une réponse. Mais on en a parlé encore hier, juste la situation des prix du pétrole depuis 2 ans, ça fait en sorte que n'importe quel calcul comme celui-là aurait très peu de... Je dirais, serait très, très imprécis, aurait très peu de chances d'arriver à un chiffre qui va se réaliser. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une dynamique actuellement avec le système de prix de carbone, avec le plafond de 100 millions de tonnes, avec les innovations technologiques. Et tout ça va évoluer et je pense qu'il est important, c'est que les entreprises fassent les efforts nécessaires. Évidemment, les gouvernements sont là pour les encadrer. Et il y a un effort qui se fait actuellement et TransCanada participe à l'effort comme toutes les entreprises canadiennes. Madame Grandbois, s'il vous plaît. J'aimerais donc peut-être faire un petit peu de millage là-dessus. J'aimerais faire le lien avec la présentation de M. Benoît particulièrement tout à l'heure, M. Nollet aussi. Mais M. Benoît, notamment, vous aviez mentionné dans votre présentation que le système, le SPEDE, je ne sais jamais si on doit le prononcer SPED ou à ma guise. Bon, alors, je pense que je vais l'épeler, ça va être mieux. Mais donc, vous avez mentionné que l'objectif du système, essentiellement, c'était d'amener des modifications de comportement.
modification de comportement d'entreprise. Dans ce cas-ci, la question de M. Brulman, on parle modification de comportement d'entreprise, puis aussi modification de comportement d'individus, de citoyens. Puis là, si on parle dans le cas de modification de comportement d'entreprise, pour revenir à la question de M. Brulman, j'aimerais peut-être vous entendre, M. Benoît, puis M. Nollet aussi, si vous voulez compléter. Donc, selon vous, là, c'est à partir de quel prix de la tonne d'émissions de CO2 équivalent là, qu'on peut vraiment avoir un impact sur les expéditeurs, notamment dans ce cas-là, ou sur les entreprises en général, puis le contexte dans lequel tout ça s'insère? Merci. Je vais essayer de répondre à votre question. Peut-être commencer par une clarification. Le système de plafonnement d'échange vise à intervenir au niveau des émissions. Ce qu'on réglemente, c'est les émissions à la source au Québec. Donc, c'est le fait de brûler 1 litre d'essence pour faire avancer sa voiture, le fait de brûler 1 litre de diesel pour faire fonctionner une génératrice ou des équipements. Les entreprises sont responsables de couvrir les émissions, de payer un coût carbone pour ces émissions-là. Dans le cadre du projet de l'oléoduc, c'est du transport de pétrole brut, ce n'est pas des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu. Le débat la plupart des questions que j'entends proviennent plutôt du fait des émissions reliées à l'extraction de ce pétrole-là, ce qui est fait à l'extérieur du Québec. La réglementation, on vise les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Quel est le prix d'une tonne de CO2 pour modifier les comportements? Ça va dépendre. Présentement, on a un prix d'environ presque 13 $ US ou 17 à 18 $ canadiens la tonne. Il y a des gestes d'efficacité énergétique qui sont payants à court terme, donc avec un coût négatif parce que ça amène des économies. Donc, à 17 $ la tonne, ça se réalise. Si on parle faire du covoiturage, changer des voitures, ça peut être payant à 17 $ la tonne, tout dépendant du kilométrage qu'on fait. Si on parle de changer des équipements industriels qui génèrent des milliards d'investissements, est-ce que 17 $, c'est peut-être pas assez? Peut-être que ça va prendre un petit peu plus. Donc, ça dépend vraiment beaucoup des différents secteurs d'activité et du coût marginal de réduction que chacun des secteurs fait face. Non, je comprends ça très bien. Avez-vous eu l'impression quand même, depuis 2 ans, que au prix actuel du carbone, avez-vous l'impression qu'il y a un début de mouvement qui fait que ça constitue effectivement un incitatif? Je comprends que c'est une impression, là, ou qu'en fait, les gens se sont dit, bon, ben il y a ça à rajouter comme coût, puis... Je dirais que c'est vraiment une impression pour l'instant, parce qu'après 2 ans de mise en œuvre, on n'a pas encore les données pour vraiment faire les analyses pour dire si oui ou non il y a des tendances statistiquement significatives. Ce que je vois, c'est que oui, les gens prennent en compte le coût carbone, ils ont réalisé qu'il y avait un impact de leur geste, un impact environnemental. On a associé un coût à ça. Au niveau des entreprises, dans les nouveaux projets, c'est pris en compte et je suis très optimiste qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, du moins c'est ce que je perçois, et on va vraiment pouvoir le confirmer dans les prochaines années. Monsieur Germain. Oui, ma question, M. Nollet. Dernièrement, on a vu dans les articles de journaux, on parlait que l'aviation internationale soit carboneutre. Hein? C'est sûr que là, si on voit la table ronde de 2009, la référence à 300 $ la tonne d'une taxe carbone, on sait que, par exemple, des vols Paris-Montréal, aller-retour, c'est plusieurs centaines de kilogrammes de GES qui sont émis. Donc, ce serait des taxes carbone directes de centaines de dollars qui s'ajouterait à un billet d'avion Québec-Montréal aller-retour. Mais le concept lui-même là, qu'on a vu dernièrement passer, ça veut dire quoi ça, l'aviation sera carboneutre? Ça veut dire qu'il y aura des taxes de centaines de dollars sur l'aviation? Normalement, ce qu'on entend par là, c'est l'idée que, globalement, on s'organise pour que un
déplacement soit nul d'un point de vue carbone, donc soit ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, soit que les émissions de gaz à effet de serre soient compensées par d'autres réductions ailleurs. Donc, quand vous dites effectivement que ça pourrait coûter quelques centaines de dollars supplémentaires, advenant qu'une taxe carbone soit de 300 dollars, par exemple, on dit par exemple qu'un vol transatlantique Québec-Paris, c'est 1 tonne de gaz à effet de serre émise par passager. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait se traduire par 300 dollars de plus pour le billet. Effectivement. Ça répond à votre question? Oui, c'est ça. Donc, le concept de carboneutre de l'aviation, on parlait assez court, hein, 2020, je pense. Si c'était 2020, ça veut dire qu'il y a des taxes de plusieurs centaines de dollars qui s'ajouteraient sur les billets d'avion pour aller dans le sud ou aller en Europe. Je n'ai pas l'article à l'esprit, Le détail, mais en principe, ça pourrait vouloir dire ça. Ça pourrait vouloir dire ça. Je vous remercie. Madame Rambois. Je voulais juste terminer avec la question disons, mon suivi à la question de M. Brulman. Monsieur Nollet, est-ce que vous auriez un commentaire par rapport, selon vous, puis on comprend qu'on est dans l'opinion puis dans les impressions, là, mais, parce que personne qui a la réponse à cette question, mais le prix du carbone nécessaire pour entraîner des changements majeurs au niveau des comportements des entreprises, puis des changements majeurs qui permettraient d'atteindre les objectifs internationaux là, de réduction de gaz à effet de serre, pour vous, on est dans l'ordre de grandeur de combien de dollars la tonne d'équivalent CO2? C'est une très bonne question, puis elle n'est pas facile à répondre, notamment parce que, concrètement, quand M. Bergeron référait un peu plus tôt à l'évolution du prix du baril de pétrole, bien ça a un gros impact également, dans le fond. Souvent, c'est des impacts cumulés qui vont faire en sorte qu'on va avoir un impact sur des choix de produire ou de ne pas produire. Concrètement, actuellement, en Alberta, il y a beaucoup plus d'impact associé à la baisse du prix du baril de pétrole qu'au fait qu'il y a une taxe sur le carbone qui fait en sorte qu'il y a des choix stratégiques qui sont faits par les entreprises pour choisir de produire ou pas produire. Alors, je l'illustrais un peu plus tôt. Dans le contexte actuel, avec un prix du pétrole à 40 $ US, alors que même pour les vieilles installations présentes qui ont amorti leur coût, le coût de production moyen est autour de 30-40 $ US, bien, le 2 piastres de plus la tonne actuelle qu'on charge en Alberta dû au carbone, il y a son impact, il y a un impact. Et puis ensuite, ben, ça va. D'autres facteurs qu'il faut prendre en considération pour répondre à la question, c'est le secteur d'activité dans lequel on se situe. Et puis ensuite, ce que font les compétiteurs également. C'est que si tous les compétiteurs font la même chose, à ce moment-là, d'être impactés du point de vue de l'augmentation avec un coût carbone supplémentaire, bon, ben, c'est plus facile de le passer aux consommateurs et à ce moment-là, tout le monde dans l'industrie va adopter des comportements plus ou moins similaires puis on va être moins impacté individuellement. Dans le cas contraire, quand on est la seule juridiction à s'imposer un coût supplémentaire, ben là, effectivement, une variation due au coût carbone supplémentaire va avoir un impact plus grand. Un élément intéressant quand on compare l'approche albertaine versus l'approche québécoise, c'est de noter, comme le notait M. Benoît, c'est que dans le cadre québécois, on a un plafond sur les émissions. Alors, c'est ce qui va dicter le prix qui va arriver sur le marché pour le carbone. Donc, on s'assure au Québec d'atteindre un objectif clairement défini en termes physiques, en termes de tonnes de gaz à effet de serre annuellement. Et ensuite, on laisse le marché déterminer le prix que ça prend pour y arriver. Donc, concrètement, dans le cadre québécois, on sait que le prix dont on dispose sur le marché suffit à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés parce qu'il est le résultat de la norme quantitative qu'on s'est donnée. Dans le cadre albertain, c'est différent parce qu'on ne s'est pas donné de cap encore pour le moment. Je trouve ça intéressant. Vous répondez à une question que j'avais réservée pour plus tard, là. Si vous voulez juste continuer, donc, vous élaborez un petit peu plus, dans le cas du Québec, ce que vous venez de dire essentiellement, c'est que le Québec s'est donné des objectifs, puis avec son système de SPADE, il y a un système qui fait en sorte que finalement, il va normalement pouvoir atteindre ses objectifs. Dans le cas de l'Alberta, il y a une taxe sur le carbone, mais ça ne veut pas automatiquement dire que les objectifs chiffrés, quand il y en aura, ou enfin quand ils seront précisés, là, ça ne veut pas automatiquement dire que les objectifs vont être rencontrés, même s'il y a une taxe sur le carbone. Hein? Est-ce que c'est correct de dire ça, ou pourriez-vous préciser si ce n'est pas correct? Vous avez tout à fait raison. Dans le cadre québécois, puis là,
là j'empiète dans l'expertise de M. Benoît à côté, mais c'est mécanique. On a établi un plafond, on distribue des droits d'émission ensuite de différentes façons, puis les acteurs sur le marché peuvent s'échanger ces droits-là au prix qu'ils jugent qui fait du sens étant donné les contraintes qui leur sont imposées. Donc, on s'assure d'atteindre l'objectif, puis on laisse le marché fixer le prix ensuite. En Alberta, il n'y a rien de tel pour le moment. Donc, on n'a pas, comme j'ai mentionné, en Alberta, on n'a pas choisi de se donner un objectif à atteindre en termes de tonnes de gaz à effet de serre par année. On a plutôt choisi de mettre, en guillemets, une taxe. Et la taxe, on ne sait pas quel résultat ça donne. C'est ça qui est la différence principale entre une taxe, en fait, les économistes parlent beaucoup de l'utilité de mettre un prix sur le carbone pour inciter à des changements de comportement. Il y a deux types de moyens qui sont utilisés pour mettre un prix sur le carbone. À la base, il y a des variations, mais à la base, il y a une taxe ou un plafond, un système de plafonnement et d'échange comme au Québec. Et on s'entend généralement pour dire qu'avec le plafond, on s'assure d'atteindre l'objectif environnemental, tandis qu'avec la taxe, on s'assure de contrôler l'impact sur les entreprises. Donc, on va perturber la vie économique des entreprises jusqu'au niveau qu'on choisit via la taxe, sans savoir quel impact environnemental on va avoir. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je pense que oui. Puis, ça veut donc dire que quand on parle d'engagements internationaux, le système du Québec, M. Benoît, est un système qui est reconnu. Donc, avec ça, quand les gens qui produisent plus, qui achètent des crédits pour compenser ou enfin aux enchères sous une forme ou l'autre, c'est reconnu de façon internationale. Donc, si le Québec avait un objectif de réduction de temps, qu'une partie de cette réduction-là qui est obtenue avec des crédits, c'est reconnu. Dans le cas de l'Alberta, si je comprends bien, s'ils avaient un objectif de réduction de X % et qu'ils n'atteignent pas leur objectif, le fait qu'ils aient taxé ne viendra pas, ils vont carrément rater. Pouvez-vous me dire exactement si c'est bien le cas? On parle un peu ici de l'intégrité environnementale. Les systèmes de plafonnement d'échange, comme M. Nollet le dit, reposent avant tout sur l'établissement de plafonds. Et on a établi les plafonds de sorte à permettre l'atteinte de notre objectif de réduction. C'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour la Californie. On a lié nos systèmes ensemble, on peut s'échanger les permis qu'on a émis. Le plafond, c'est le nombre de droits d'émission qu'on va mettre en circulation pour une année donnée, et on diminue ces plafonds-là, donc le nombre de droits qu'on met en circulation d'année en année, de sorte à limiter les émissions des entreprises. Donc, si ça coûte, au Québec, on a dit 20 sous 1990 en 2020. Donc, si réduire la dernière tonne pour respecter ce 20 sous 1990-là coûte 100 $, bien, le prix sur le marché sera de 100 $. Si ça coûte 20 $ pour réduire cette dernière tonne-là, le prix sur le marché sera de 20 $. En Alberta, c'est qu'ils viennent dire on impose un coût carbone, une taxe de 20 $, de 30 $. En théorie, selon les analyses économiques, ça devrait nous donner tant de réduction. Mais on n'est pas certain. Donc, on met le prix carbone et on regarde l'économie aller. Il est possible que les gens décident de continuer à payer simplement. Par exemple, si la dernière tonne à réduire est de 100 $ et que la taxe est de 20 $, ils vont préférer payer 20 $ la taxe carbone. Donc, cette taxe-là ne garantit pas que l'objectif environnemental va être atteint, contrairement au système de plafonnement d'échange. C'est très clair. Merci, M. Benoît. Merci, M. M. Germain. Ce que je comprends aussi du système, donc vous avez un prix plancher. Donc, ça veut dire que c'est pour éviter, comme on a déjà vu au Chicago, je ne me rappelle plus du terme, mais Exchange, où ça descendait à 10 cents. Là. Donc, vous voulez vous assurer d'éviter, si j'ai bien compris, que ça descende, dépression dans les prix. Oui, c'est vraiment pour éviter une dépression dans les prix. C'est beaucoup pour envoyer, ça revient au signal que M. Nollet est en train de dire. Regardons le marché européen, la première phase, ils ont mis des droits en place, le prix a monté à 30 €. Par la suite,
Il y a eu une récession et aussi il y a eu des mesures mises en place qui ont fait en sorte que les entreprises ont quand même réduit leurs émissions. Les réductions ont été plus rapides qu'anticipées, avec résultat qu'il y avait trop de droits d'émission dans leur système et le prix a chuté à quelques cents d'euros. La deuxième phase, il est remonté à 20 quelques euros, il est redescendu à 5, là, il est remonté à 10, 12, il redescend à 8. On a vu la même chose au Regi. Pour nous, ce qu'on voulait faire, on voulait s'assurer de conserver un prix minimum, d'envoyer un signal à l'industrie. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Le but du système, c'est d'envoyer un signal prix pour modifier le comportement des entreprises. Donc, depuis que le système est en place, lorsqu'une entreprise va faire un projet d'investissement, elle va regarder ses coûts d'opération, coûts de réaliser le projet, les revenus du projet, mais elle doit également tenir compte du coût carbone, soit des droits d'émission qu'elle va devoir acheter, ou des droits d'émission qu'elle peut vendre si leur projet leur permet de réduire les émissions par rapport à ce qu'elles émettaient avant. L'entreprise va prendre en considération le coût carbone dans la réalisation du projet, oui ou non. Si et seulement si, on garantit qu'il va avoir un prix stable à moyen et long terme. Aucune entreprise va risquer d'investir des milliards avec un prix carbone qui monte à 30 euros, qui descend à 0, qui remonte à 20, qui redescend à 2. Donc, notre prix minimum permet de donner, une assurance aux entreprises de faire le bon investissement, de faire le bon choix et qu'il va pouvoir y avoir une rentabilité. Ou le cas échéant, au lieu d'utiliser des vieux équipements désuets ou des équipements moins efficaces sur le plan énergétique, le coût va être de plus en plus important au cours des années. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser un équipement qui est plus performant sur le plan énergétique. Notre prix minimum augmente de 5 plus inflation par année. Donc, c'est vraiment un signal fort de long terme qu'on est en train d'envoyer. Par contre, dans votre explication tout à l'heure, il y a un prix plancher, mais il n'y a pas de prix plafond. Une affaire dans votre explication qui me préoccupe, c'est, par exemple, si on a un secteur, notamment dans le cas des entreprises d'exportation, que vous dites on ne veut pas les pénaliser, donc une entreprise d'exportation qui serait en expansion aurait des crédits gratuitement. Par contre, ça ne changerait pas, si j'ai compris l'explication, le plafond global fixé par le Québec. Ce que j'en comprends, ça voudrait dire à ce moment-là, il faudrait que ce soit les autres secteurs de l'économie québécoise qui devraient à ce moment-là supporter cette augmentation due aux exportations. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est une bonne interprétation? Tout à Donc, fait. Vous pourriez... Il y aurait oui, tout à fait. Le plafond qu'on a établi, c'est un plafond global pour l'ensemble de l'économie du Québec. Maintenant qu'on est lié avec la Californie, c'est un plafond global, dans le fond, pour le Québec et la Californie. On ne vient pas limiter au niveau de chacune des entreprises leurs émissions de gaz à effet de serre, on limite au niveau de la collectivité. Donc, si une entreprise émet une tonne de plus et qu'on... C'est pas parce qu'une entreprise émet une tonne de plus qu'on va mettre plus de permis en circulation, on veut réduire. Donc, chaque tonne émise de plus par M. Nollet doit être réduite par mois. Et là, c'est le marché qui va déterminer. Si ça coûte moins cher, est-ce que pour que ce soit M. Nollet qui réduise, c'est lui qui va réduire? Si c'est à moins que ça coûte le moins cher, c'est moi qui va réduire. Dans votre cas, les entreprises qui vont augmenter leur production, par exemple, pour faire de l'exportation, c'est souvent parce qu'elles sont capables d'aller chercher des réductions moins chères au niveau d'autres entreprises et elles vont choisir de payer quelqu'un d'autre pour réduire à leur place. Au point de vue de notre économie, on est gagnant parce qu'on atteint l'objectif environnemental à moindre coût collectif. Merci, M. Brulmans. Monsieur le Président, juste un petit commentaire. Le système de plafonnement et d'échange, je ne crois pas qu'il fonctionne. En tout cas, on n'a pas de preuve qu'il fonctionne encore correctement. On va voir avec Aliso Canyon. Il y a eu émission de plusieurs mégatonnes en Californie. On va voir si ça va se refléter aux prochaines enchères ici au Québec. J'ai vraiment hâte de voir ça. Merci. Je voulais aussi remercier la Commission et au commissaire de poursuivre aussi les idées qui sont émises par les différents intervenants ici au micro. Merci. À mon tour de vous remercier pour vos idées, M. Brulmans. Nous allons prendre une pause et